24 morts et 30 blessés, c'est le bilan officiel du tragique accident à Louga sur la RN2 ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, s'était rendu en toute urgence sur les lieux. L'alphabétisation ne sera possible que par l'éducation à travers la langue maternelle. Selon les recommandations dans les Assises nationales de l'éducation, le CNEPT souhaite l'adaptation de ce mécanisme d'inclusion socio-professionnelle. Une convention de partenariat est signée entre l'ANPEJ et la CNU. La prise en charge médicale de tout le personnel contractuel est considérée comme un atout de productivité. Le sommet Russie-Afrique s'ouvre officiellement demain jeudi. Le président Vladimir Poutine sera l'hôte de plus d'une quarantaine de chefs d'État africains. Les enjeux de ce grand rendez-vous sont d'ordre sécuritaire, alimentaire, énergétique et économique. C'était les grands titres de ce journal. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Débutons cette édition par cette triste nouvelle. Un accident tragique est survenu sur la route numéro 2 dans la région de Louga. Il a enregistré un lourd bilan mortel. 26 victimes ont été dénombrées, ainsi qu'une cinquantaine de blessés. Les premiers éléments d'enquête révèlent un dérapage suivi de renversement d'un bus de 72 places en provenance de Yaoundé dans la région de Saint-Louis-Nord. Une demi-heure après l'accident, le groupement d'incendie et de secours numéro 5 a procédé au constat et à l'évacuation des blessés. Ceux ayant perdu beaucoup de sang et étant dans un état grave, l'hôpital Sarimbaï de Louga appelle à en faire don. Informé de l'accident mortel, le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome, accompagné des autorités locales et administratives, a opéré une visite sur les lieux. Le chef de l'État Macky Sall s'est ainsi exprimé dans un tweet après cet événement tragique. Je cite: « J'exprime ma compassion suite au terrible accident de la route ce matin sur la RN2 à Nguène-Sarr. Je présente mes condoléances émues aux familles des 23 personnes décédées et souhaite prompt rétablissement aux blessés. J'appelle encore à plus de prudence sur la route. » Fin de citation. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La Confédération nationale des employeurs du Sénégal œuvre pour l'accompagnement des jeunes pour leur accès à l'emploi. La phase financement des projets qui répond aux nombreuses attentes renvoie à des préalables comme la phase encadrement. Le ministère de la Jeunesse accepte en ce sens de venir en appoint dans le développement de l'auto-emploi. Je vous propose d'écouter Pape Malick Ndour, ministre de la Jeunesse, de l'Entrepreneuriat et de l'Emploi, et Adam Alam, président du CNES, au micro de Alioune Badara Ndiaye. Le nerf de la guerre dans la création d'emplois et le développement des entreprises, c'est le financement. Les jeunes, pratiquement, mettent en priorité cet aspect-là. Mais cet aspect, il faut le comprendre comme l'aboutissement d'une démarche. Un projet, il faut d'abord le mûrir, le comprendre, l'encadrer avant d'aller vers le financement. Et c'est cela que nous essayons de faire avec les jeunes, justement. Leur servir de mentor, leur servir de tuteur, leur rappeler à l'ordre quand nous voyons que des dérapages se font dans les projets. Parce que ce n'est pas évident du jour au lendemain de se lever et de dire « je suis entrepreneur ». Il faut que l'on accompagne les jeunes et nous avons beaucoup de nos collègues qui sont disposés justement à jouer ce rôle d'encadrement, d'information, de facilitation, d'orientation des jeunes vers là où l'information pertinente est là. Le secteur privé non plus ne peut accueillir tous les diplômés des écoles de formation professionnelle, car malgré son dynamisme, il dispose d'une capacité d'accueil assez limitée. Il nous faut donc exploiter davantage les possibilités qui existent dans le domaine de l'auto-emploi en favorisant le développement de l'esprit d'entreprise à partir de l'école, de l'université, des centres de formation et d'incubateurs d'entreprise, mais aussi en renforçant les moyens destinés à l'assistance et à l'appui des jeunes porteurs de projets et qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat. C'est en cela que ce projet CNES Junior constitue une heureuse initiative et une réelle opportunité pour les jeunes entrepreneurs et pour tous ceux qui veulent investir dans les secteurs ciblés. Ceci entre dans le cadre de la politique conjointe d'organisation pour le rapatriement des migrants sénégalais.
Sur plus de 260 migrants actuellement pris en charge à Dakhla, une cinquantaine seront rapatriés ce mercredi dans la première phase. Selon le ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur, Annette Seck Ndiaye, l'État du Sénégal prévoit d'organiser le retour des 478 Sénégalais. Récit Cheikh Tidiane Thiam. Une cinquantaine de candidats à l'immigration clandestine devront être rapatriés ce mercredi au Maroc en destination vers le Sénégal. Il s'agit des migrants sénégalais secoués en mer par la marine royale marocaine et dont leurs états de santé restent précaires. Parmi ceux se trouvant des femmes et des mineurs. D'après la ministre chargée des Sénégalais de l'extérieur, Annette Seck Ndiaye, ce rapatriement se fera par voie aérienne suite à la disposition d'un avion militaire octroyé par le président Macky Sall. Elle a tenu à rencontrer les représentants de la communauté sénégalaise établie à Dakhla, une localité située au sud du territoire marocain. Elle a clarifié que ses compatriotes font partie des plus de 700 candidats à l'immigration qui ont afflué à partir du mois de juin dans la ville de Dakhla. En effet, ces migrants tentaient de rallier les îles Canaries pour rejoindre l'Espagne en traversant la Méditerranée. Embarqués sur des pirogues, beaucoup de ces migrants se sont perdus en mer et ont atterri sur les larges des côtes marocaines. La ministre tient à rappeler que cette visite des migrants au Maroc est effectuée sur instruction du chef de l'État Macky Sall. Dès lors, elle a expliqué que c'est à travers ce déplacement que l'État a pu faire une évaluation de la situation afin d'organiser le rapatriement de ces migrants sénégalais. En territoire marocain, la ministre des Sénégalais de l'extérieur a rencontré le gouverneur de la région, le procureur, le président du tribunal et le responsable de la région médicale. Elle a saisi l'occasion pour les remercier de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, mais également de transmettre les salutations amicales et cordiales du président Macky Sall à Sa Majesté le roi Mohammed VI. La ministre des Sénégalais de l'extérieur a déclaré que les opérations de rapatriement de ses compatriotes à partir de Dakhla vont se poursuivre vendredi avec un groupe qui va regagner par la route du Sénégal en passant par la Mauritanie. Les tractations judiciaires sur l'affaire de l'opérateur Wari surgissent à nouveau avec les deux parties en conflit qui seront fixées sur leur sort devant la Cour d'appel de Dakar. Le 6 novembre prochain, le président directeur général Kabir Mbodj devra répondre des accusations de ses ex-associés pour des faits d'abus de confiance. Une manœuvre frauduleuse serait faite par Kabir Mbodj, selon les plaignants, pour pouvoir contrôler Wari. Pour ce délit, il était reconnu coupable en première instance le 21 novembre 2021 passé. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Dakar à 2 ans de prison, dont 6 mois fermes assortis d'une amende de 2 millions de francs CFA. Une somme de 5 milliards de francs CFA devait aussi être versée à la partie civile au titre de dommages et intérêts. Parlons à présent de cette actualité, l'inclusion des langues nationales dans l'éducation comme première étape du développement de l'alphabétisation. C'est ce que défend le CNEPT, se félicitant des conclusions sur les assises de l'éducation. Ce plaidoyer est reconduit pour l'encadrement des activités des couches les plus vulnérables, telles que les femmes. Siley Gorbarsi, président du CNEPT Sénégal. J'ai tantôt cité le président de la République sur les conclusions des assises de l'éducation, qui a été présidé par le président de la République, par un conseil présidentiel. Et dans les recommandations, dans les 11 recommandations des assises de l'éducation, la 6e recommandation est relative à l'alphabétisation et à nos langues. Il a été demandé dans cette recommandation qu'on renforce l'alphabétisation et les langues nationales au Sénégal. Ça fait partie des conclusions des assises. Et maintenant, on ne peut pas renforcer l'alphabétisation et nos langues sans pour autant promouvoir nos langues et enseigner nos langues dans les écoles. Parce que nous sommes pour qu'on puisse, dès l'école élémentaire, introduire nos langues nationales au niveau de l'école élémentaire. Donc vraiment, nous sommes en train de travailler aussi avec le ministère de l'Éducation pour faire des propositions dans le cadre des contenus et des curricula qui vont intégrer nos langues nationales. 1%, c'est presque 6 milliards, alors que presque le budget de l'éducation nationale, ça tourne autour de 500 à 600 milliards. Donc si on prend 1% du budget de l'éducation, on l'affecte à l'alphabétisation, on aura au moins 6 milliards qui seront affectés à l'alphabétisation par an. Mais on n'a pas ce 1%-là dans l'alphabétisation. Est-ce que les besoins sont là? Il y a la forte demande en alphabétisation. Il y a les femmes qui entreprennent. Il y a des agriculteurs, il y a des éleveurs, il y a des pêcheurs qui, pour rentabiliser ce qu'ils font, vraiment ont besoin d'être alphabétisés.
Je l'évoquais dans les grands titres, un travail dignement abattu nécessite un corps sain. C'est ce qu'ont compris le personnel de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. À cette occasion, pour l'effectivité de la prise en charge médicale, une convention a été signée avec la couverture maladie universelle. La régularisation des contractuels les plus nécessiteux sera plus prise en compte par l'agence. Écoutons les propos de Tamsir Faye, directeur général de l'ANPEJ, et Dr Bokar Mamadou Daf, directeur général de l'ANACMU. Ça envisage d'enrôler chaque année environ 1500 personnes, 1600 personnes. Je crois que c'est une très bonne chose parce qu'ils ont compris que l'emploi, c'est la productivité et la productivité ne peut pas aller sans l'état de santé. Et l'état de santé, c'est aussi quelque part la prévoyance contre la maladie. L'Agence pour la couverture maladie universelle est chargée de prendre en charge les questions qui sont en relation avec les coûts qui sont liés aux soins. C'est pour éviter que les gens ne tombent d'abord dans le piège de la pauvreté en raison des dépenses de santé. C'est pourquoi on s'est organisé à ce niveau et nous sommes heureux que ces jeunes, qui sont souvent en bonne santé, aient pensé à se faire prendre en charge parce qu'on ne sait jamais. Nous, à l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, nous avons des contractuels qui sont dans des conditions où ils ne puissent pas bénéficier de mutuelles de santé classiques que bénéficient les gens qui ont des CDI, parce que leur situation et notre situation financière ne nous permet pas de les faire des CDI. C'est des gens qui sont utiles au travail. Je ne dirais même pas utiles, importants pour la marche du dispositif. Nous travaillons à les régulariser, mais ce n'est pas toujours évident. Et ces gens-là sont dans des situations qui ne les permettent pas de pouvoir se soigner. Et donc nous avons pensé que mettre en place un dispositif avec la CMI permettrait en tout cas de prendre en charge une partie de cette problématique-là. Et à cela, il faut ajouter toutes les personnes avec lesquelles nous travaillons. Grogne au sein de l'hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba. Le syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale se dresse contre la direction générale, en plus d'une communication actuellement inexistante qui pourrait donner plus de raisons sur le processus relatif au recrutement. Le syndicat en relève des traitements tendancieux et abusifs en faveur d'autres de façon injustifiée, des recrutements qui ne se font pas sur la base d'une attestation de compétences par un diplôme et fustigés par le secrétaire général du SUTSAS, Abdoulaye Faye. La situation de l'hôpital Matlaboul Fawzaini de Touba est de plus en plus alarmante, accentuée par une dette de 1 milliard de francs CFA impayés. Les travailleurs annoncent la tenue d'une série de grèves dans les prochains jours si l'inaction des procédures de sortie de crise ne sont pas envisagées. Je l'annonçais en début d'édition, une quarantaine de chefs d'État africains ont accepté l'invitation du président russe Vladimir Poutine pour 2 jours de sommet Russie-Afrique à compter de ce jeudi 27 au vendredi 28 juillet 2023. La Russie signe son grand retour sur la scène internationale depuis le lancement de son offensive militaire en Ukraine. Ce sommet est le 2e du genre et selon le chef du Kremlin, signe de partenariat constructif, confiant et tourné vers l'avenir entre la Russie et l'Afrique. À Saint-Pétersbourg, il est prévu plus de 50 séances et tables rondes qui porteront sur des thématiques allant de la coopération économique à l'alimentation en passant par l'énergie, la sécurité, mais aussi l'éducation et la santé. Selon son conseiller diplomatique Louri Ushakov, cité par les agences de presse russes, le président Poutine parlera des relations russo-africaines et la formation d'un nouvel ordre mondial sur la fixation des approches coordonnées. Durant ce sommet, l'un des sujets phares portera aussi sur l'abandon par Moscou d'un accord qui permettrait depuis l'été 2022 à l'Ukraine d'exporter, y compris vers l'Afrique, ses céréales par la mer, malgré le blocus russe des ports ukrainiens. Le premier sommet russe-Afrique s'était déroulé en 2019 à Sochi sur la mer Noire. Parlons enfin de sport avant d'achever cette édition. Le Bayern Munich se penche face à Manchester City de Haaland sur un score de 2-1. Les équipes de Gorée et celles de la Jeanne d'Arc, pour l'instant en tête du classement des quarts de finale de la Coupe du Sénégal femmes. Chez les hommes, Asfa et Rai disputent leur match comptant pour les quarts de finale en ce moment même. Round-up sportif avec Fatima Bintoundour. Démarrons l'actualité au Sénégal par la Coupe du Sénégal hommes. Les quarts de finale vont débuter aujourd'hui
aujourd'hui Rai et l'ASFA, un derby qui s'annonce entre ces deux ASC au stade Amadou Barry de Guédiawaye à 17h. Les deux équipes US Gorée et la Jeanne d'Arc, ils s'envolent pour les demi-finales. Reste à voir le dernier quart de finale entre Rai et ASFA Keur Massar au Duc. La Coupe du Sénégal Dames, Diamono est en National 1, fera face à son adversaire Golf HBC en quart de finale ce mercredi. Les Golfois feront le nécessaire pour rattraper cette saison 2022-2023. L'UGB qui fera son possible pour être en place l'année prochaine. Il est aussi prévu ce mercredi à l'occasion des quarts de finale de la Coupe du Sénégal de s'extirper du supposé Gent Appens. Presque à l'écoulement du quart de finale, le trophée de Disso par Diadji Sarr 23-26 et le tour de la qualification dépendra du résultat qui sera issu du match Duc Yeumbeul. Enfin, le Bayern Munich de Bouna Sarr et de Sadio Mané battu hier au Japon National Stadium par 2-1 contre Manchester City. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.